Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mémoire de guerre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'un malgré nous. Ernst Wiebel, ou Ernest en français, est né en novembre 1920 près d'Haguenau, dans le Bas-Rhin. Après être redevenue française en 1918, la Moselle et l'Alsace sont annexées par le Reich suite à l'armistice de 1940. Des gouverneurs militaires sont mis en place, la culture, la toponymie ou encore les administrations sont germanisées. Les cadres du parti remplacent les fonctionnaires trop francophones et nos régions de l'Est se retrouvent à l'heure allemande. Dès fin 1941, et afin de compenser un manque toujours plus important en hommes, les Gauleiter mettent en place le service du travail du Reich en Alsace. Les jeunes sont envoyés travailler sur des bunkers, du terrassement, déblayer les villes bombardées d'Allemagne et enfin recevoir une formation politique et paramilitaire. En août 1942, et face à une réticence du haut commandement, le service militaire obligatoire est instauré en Alsace-Moselle. Ce sont ainsi 130 000 Alsaciens et Mosellans qui vont porter l'uniforme Feldgrau jusqu'à la capitulation. Versés dans la Wehrmacht ou dans la SS, ceux que l'on nomme les « malgré nous » sont en général peu appréciés de leurs commandants. Ils sont envoyés pour le plus grand nombre sur le front Est afin d'éviter toute désertion et rébellion. Peintre de profession, Ernest est incorporé de force dans l'armée allemande fin août 1944. Il a probablement profité d'un retard d'appel, car la classe 1920 à laquelle il appartient est engagé dès janvier 1943. Dirigé vers Königsbrück, en Saxe, il est intégré à l'Aufklärungs-, Ersatz- und Ausbildungsabteilung 10. C'est dans cette unité de reconnaissance rattachée à la cavalerie que le Reiter, soit cavalier, Ernst reçoit son instruction militaire. Après 3 mois d'exercice, le soldat âgé de 24 ans part pour la Norvège. Le dépaysement pour ces jeunes soldats est total. Pour certains qui n'ont jamais quitté leur région natale, se retrouver postés en Grèce, en Ukraine, en Courlande ou en Norvège est un changement brutal, sans compter l'éloignement de leur famille. Il est immédiatement placé dans la compagnie d'instruction du Grenadier Regiment 862 de la 274e division d'infanterie. Celle-ci est installée sur la côte sud-ouest du pays, chargée de la protection du rivage. Le quartier général de la division se trouve alors à Stavanger. Fin novembre, il est, avec 57 autres sous-officiers et hommes de troupe, transféré dans l'unité anti-char rattachée à la division. Le RS Panzerjäger Abteilung 463 est un bataillon anti-char non endivisionné. En pratique, celui-ci est rattaché à une armée qui en dispose et la subordonne à une division selon les besoins opérationnels. Le bataillon est donc attaché à la 20e armée de montagne, elle aussi en Norvège, et les Jägers sont intégrés à la 274e division d'infanterie. Le Panzerjäger Abteilung est formé en septembre 1940 en Norvège, avec du personnel anti-char déjà sur place. À partir de 1942 et jusqu'à la fin du conflit, la troupe est installée à Brusand, dans la pointe sud-ouest du pays, face à la mer. Les exercices se font près des petits villages locaux, des ports. La Festung Norwegen est le prolongement du mur de l'Atlantique, et des obstacles anti-chars, batteries d'artillerie et bunkers parsèment le territoire. Le pays, occupé depuis 1940, est d'une importance stratégique majeure, servant d'une part d'arrière-garde aux troupes de Finlande, et d'autre part, les ports de Norvège sont utiles pour l'acheminement des minerais de fer vers l'Allemagne. Ceux-ci sont indispensables pour fournir un effort de guerre toujours croissant. Côté organisation, le 463e bataillon anti-char est divisé en 3 compagnies, plus une de commandement avec une section de transmission. Si l'unité est motorisée, et le restera d'ailleurs jusqu'à la fin du conflit, son armement est loin d'être enviable. Les quelques centaines de soldats ont pour arme principale 36 PaK 36 en 1942. Ces canons anti-chars, ou PaK en allemand pour Panzerabwehrkanone, de 3,7 cm, ont une cadence de tir élevée mais se révèlent rapidement inefficaces face à des chars lourds. Déjà lors de la campagne de France, les troupes de la Wehrmacht avaient dû utiliser leur 8,8 face aux puissants chars B1 bis, et l'arrivée des T-34 et KV-1 sur le front Est ou du Churchill en Afrique du Nord montra définitivement les limites de l'arme. Les troupes de Norvège ont peut-être hérité des armes déclassées des premières lignes, qui sait. La lecture des rapports mensuels sur la dotation en matériel et en hommes du bataillon nous permet de retracer l'histoire de celui-ci assez fidèlement entre septembre 1943 et la capitulation. En novembre 1943, le bataillon est fort de 11 officiers et 409 sous-off et hommes de troupe. Moins de 3% des soldats n'ont pas été en permission depuis plus d'1 an, et ce mois-là, 63 permes sont accordées. Côté véhicules, on trouve 44 motos, 26 voitures, 5 véhicules semi-chenillés de 5 tonnes pour tracter l'artillerie, des petits tracteurs chenillés, etc. Le moral est plutôt bon, et l'instruction également. Malgré que l'unité soit jugée de catégorie 1, soit apte à des actions offensives sans restriction, le commandant alerte sur la faible valeur des 3,7 cm qui devrait être remplacée de toute urgence. Le commandant du bataillon écrit, début octobre 1943,
Le remplacement du pack de 3,7 cm par des packs lourds ou moyens, soit de 7,5 ou 5 cm, est demandé. En Afrique ainsi qu'à Dieppe et en Sicile, l'ennemi occidental a utilisé presque exclusivement des chars que le pack de 3,7 cm ne pouvait combattre que dans les conditions les plus favorables. Ainsi, en février 1944, 26 packs 36 de l'Abteilung sont remplacés par 18 packs 40 de 7,5 cm pour équiper l'équivalent de 2 compagnies, la troisième restant dotée de 5 cm déjà perçus. A noter qu'une des compagnies de 7,5 reçoit non pas des packs 40, mais des 7,5 cm Feldkanonen 231F, soit des 75 mm français. Le moral des soldats est grandement renforcé par ce nouvel armement, et le commandant se voit satisfait d'être équipé comme une vraie unité anti-char efficace. Cependant, l'augmentation du poids du matériel et du nombre de servants par canon, 8 pour un 7,5 contre 5 pour un 3,7, crée un besoin en véhicules de tractage. Il faut donc reclasser le bataillon d'antichars légers en antichars moyens afin de recevoir tout l'équipement nécessaire. Un renfort de 118 hommes de troupes arrive le 25 mai 1944, portant l'effectif total à 564 Jäger. Malgré l'invasion, la perte progressive de l'Italie et les combats à l'Est, la troupe norvégienne garde confiance. Les entraînements au tir et l'instruction des recrues se poursuivent. Ils fortifient au maximum leur position et entretiennent le matériel. Le Reiter Weibel commence son instruction au pack dès la fin de l'année 1944. Il reçoit son fusil et son équipement est complété par des effets divers indispensables au vu du climat. Un pull vert, des surchaussettes, un manteau, en plus de l'équipement standard du Lanzer, sac à pain, cartouchière, casque, bidon, gamelle, rucksack, masque à gaz, etc. Le plus gros souci de l'unité est clairement le manque de carburant qui réduit drastiquement les possibilités de manœuvre. Le commandant s'en plaint d'ailleurs régulièrement, mais les préoccupations de la Wehrmacht semblent être bien ailleurs. Des canons norvégiens de 7,5 cm arrivent en janvier 1945, sûrement pour remplacer les 5 cm. Cependant, ceux-ci sont mal accueillis en raison de leur faible champ de vision et de leur cadence de tir peu élevée. À l'ouest, la bataille des Ardennes fait rage et le commandant de l'Abteilung écrit à ce sujet « L'offensive dans l'ouest est suivie avec beaucoup d'intérêt et rend la troupe confiante. Les lourdes luttes défensives à l'est sont observées avec un intérêt brûlant. 82 soldats de l'Abteilung viennent des régions frontalières orientales et craignent que leurs familles ne soient déplacées à temps. Jusqu'à présent, l'attitude du Volksdeutsch n'a pas changé suite aux événements à l'est. L'humeur des Alsaciens est fortement influencée par l'absence de tout lien avec leur famille. Un grand nombre de soldats ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait d'être déployés dans leur région d'origine menacée. 57% de l'effectif n'a alors pas eu une permission depuis plus d'1 an. Certains depuis près de 2 ans. L'angoisse commence à s'emparer de la troupe. Trop loin du Reich et de leurs proches, isolés sur cette côte norvégienne, se sentant désarmés face à la situation. Les soldats veulent se battre et sont maintenant suffisamment entraînés, armés et dotés en véhicules. Certains sont transférés sur leur demande vers le front Est ou Ouest devant les besoins constants en hommes. À la capitulation, le 70e corps d'armée de la 20e armée de montagne est debout, toujours doté de capacités offensives. Rien que le 70e Armée Corps compte 30 144 hommes. Les troupes allemandes se rendent aux Norvégiens et Britanniques et restent sur le territoire durant plusieurs mois, toujours en unité. En juin 1945, une petite note est ajoutée sur la page 20 du Solbourg. Selon la loi numéro 53 du gouvernement militaire, les devises étrangères sont interdites en Allemagne. Aucune devise étrangère n'est échangée lors du retour en Allemagne. Ernest rentre probablement dans sa famille à la fin des hostilités. En tout, ce sont entre 30 et 40 000 malgré nous qui ne rentreront jamais au pays. Les régions ont payé le prix fort. Pour ceux qui ont pu revenir, vient aussi le temps de l'incompréhension de leurs particularités, de leur sort, face à toute la France qui plonge dans le résistentialisme. Les pensions d'invalidité et la reconnaissance de leur service forcé dans l'armée seront compliquées et longues à obtenir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Les sources, tant documentaires qu'iconographiques, sont en description. A bientôt sur Mémoire de guerre. Salut!